bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez. Euh, Vous m'entendez, Bruno, Eric? On t'entend, Guillaume. Bonjour à Super, tous. c'est parfait. Donc ça commence à arriver. Parfaitement. Voilà, on a commencé à avoir plusieurs dizaines de personnes qui sont là. Impeccable. Et je vois qu'on nous dit bonjour, donc c'est qu'on nous entend. Donc bonjour Super. Pierre-Alexis. Et bienvenue à ce webinaire organisé par Peritus Formation. Donc, c'est le 5e webinaire de l'année pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux grands monsieur du courtage en crédit, à savoir Éric Debèze et Bruno Rouleau. Donc, Éric Debèze, qui est le fondateur du label Made in Courtage, et Bruno Rouleau, qui est le porte-parole de l'enseigne Inenfi Crédit. Donc, merci tout d'abord à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de un petit peu l'évolution du métier d'IOBSP et surtout son organisation. Donc, pour être plus précis, quel modèle choisir pour être bien accompagné parmi différents modèles, parmi la franchise, le réseau, le label ou l'affiliation. Et du coup, on a des intervenants parfaitement qualifiés pour nous parler de ça aujourd'hui. Ce webinaire, il se veut participatif. Donc, je vois que pour certains, vous avez déjà compris comment ça fonctionnait en utilisant le bouton discuter ou le bouton Q et R. Donc, je vous invite à les utiliser autant que vous en avez besoin pour pouvoir poser des questions au fil de ce webinaire à nos deux intervenants. Et moi, je m'occuperai du coup de leur rapporter pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure et qu'on puisse comme ça personnaliser au maximum les interventions. Donc, pour ceux qui ne savent pas où se situent ces boutons, alors c'est soit en haut, soit en bas de votre écran, ça dépend comment vous avez réglé Zoom. Il vous suffit de passer la souris en haut ou en bas de l'écran et normalement, vous avez l'onglet Discuter qui apparaît ou Q et R. Et dans ce cas-là, nous, on sera avertis et je me chargerai donc, comme je l'ai dit, de poser directement les questions. Moi, je me suis présenté donc pour Peritus Formation, je suis Guillaume Langevin. Et maintenant, je vais laisser la main à Eric en premier, du coup, pour se présenter et un petit peu nous expliquer ce que tu fais, Eric. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume, et ravi de participer ce matin à ce webinaire en compagnie de notre ami Bruno Rouleau. Alors, pour me présenter en quelques mots, donc Éric Debèze, ça fait maintenant plus de 20 ans de courtage dans les jambes, avec différentes fonctions commerciales, managériales. J'ai eu l'opportunité aussi de diriger un réseau de franchises. Et j'ai créé en fait Made in Courtage il y a quasiment 4 ans, jour pour jour. Made in Courtage qui a été un lancement en 2 temps avec dans un premier temps la création du premier blog à destination des intermédiaires en crédit. C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de médias pour parler de notre beau métier. Et puis, depuis 2 ans et demi, on a développé aussi une offre de label à destination des IOBSP, mais quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure au cours de ce webinaire. Bruno, si tu veux, tu peux y aller. Ah ben moi j'attendais les ordres. J'attendais les ordres du chef, moi. Ouais. Rebonjour Guillaume, rebonjour Eric, et puis bonjour à toutes et à tous. Et on voit arriver les connexions, et donc il y a forcément des noms qui nous parlent tous là-dedans. Donc je salue tout le monde qui est déjà connecté, et j'en espère plein d'autres. En ce qui concerne, tu as 2 heures là, non, pour la présentation. On a une bonne heure devant nous. Non, 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 non. Allez, rapidement, donc, je viens du monde de l'industrie, puis ensuite de la banque. Et puis, j'ai atterri fin 2004 chez Inenfi, qui venait de se créer un an plus tôt, en tant que pionnier sur le marché du courtage en crédit, mais sous un format originel, un peu original, qui était la franchise. Et puis derrière, je suis ensuite parti sur d'autres cieux. Puis j'ai créé mon cabinet de courtage, de formation et de conseil, qui existe toujours et qui est en sommeil. Et j'ai rejoint à nouveau Inenfi Crédit en janvier 2018 pour les aider à évoluer sur la diversification et surtout de voir ce virage technologique qui est en train de se positionner et de pouvoir les accompagner là-dessus. Donc aujourd'hui, outre ces fonctions chez Inefi, pour la mémoire, je préside aussi à l'association APIC depuis quelques temps déjà. Voilà, donc c'est une vision panoramique, c'est un métier que j'adore, sur lequel j'ai une passion incommensurable, et j'apprécie les différents modèles et les personnes qui sont autour de cette table, dans tous les cas.
Merci Bruno, merci Eric. Du coup, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de commencer un petit peu par l'histoire du courtage en crédit. Oui, c'est vrai que quand on a préparé ce webinaire tous les trois, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur les faits marquants, les dates importantes pour notre métier. Et avec un petit rappel, c'est vrai qu'on est sur un métier qui peut paraître jeune, et on aura l'occasion d'en reparler par rapport aux différentes réglementations, aux différentes opérations qui ont lieu sur le marché. Mais mine de rien, métier jeune, mais qui a été créé, inventé il y a maintenant plus de 50 ans. C'était par les frères Assouline, Élie et Maurice, qui ont créé Cashpi donc en 1971. Et puis, il s'est passé de longues années avant qu'on voit arriver un nouveau modèle qui a été lancé par Christophe Kremer. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le nom de Christophe Kremer, peut-être que sa marque, vous la connaissez puisqu'il s'agit de Meilleur Taux. Et Meilleur Taux, donc à la fin des années 90, avait créé ce nouveau modèle de vente de contacts, de vente de leads en quelque sorte, de candidats à l'acquisition. Et il vendait donc ses contacts aux établissements bancaires. Et puis, quelques années plus tard, sur la période 2002-2005, il y a eu tout un projet de réforme sur les intermédiaires bancaires qui a été examiné à Bruxelles, et avec une transposition de la loi de sécurité financière en juillet 2004, qui a créé cette loi de sécurité financière, les différentes catégories d'intermédiaires financiers, dont les fameux IOBSP. 2004, une date importante, Bruno? Alors, date importante pour INFI Crédit, puisque, comme je venais de vous le rappeler, c'est la création du modèle qui avait déjà vécu 2 ans en tant que pilote, puisqu'en général, sur ce modèle de commerce associé, comme on l'appelle, quelle que soit la forme prise, il y a nécessité la plupart du temps de mettre en place un pilote pour pouvoir jauger et valider un modèle. Et donc, début janvier 2004, la décision est prise par le fondateur, Pascal Beublet, et aux côtés de sa famille, de pouvoir ensuite le démultiplier sous forme de franchise. Donc 2004, premier modèle de réseau de franchise, très rapidement suivi par d'autres enseignes. On va en citer quelques-unes, mais on ne voudrait pas de. C'est pas du prosélytisme, mais c'est vrai que Vous Financez est arrivé juste après avec Jérôme. Puis ensuite Broker France, qui maintenant a été intégré dans le groupe Empruntis. Mais voilà, donc ces modèles-là sont développés et aujourd'hui, c'est un modèle qui a pris toute sa place par rapport à ça. En même temps que se créait le modèle de franchise, se créait aussi un certain nombre d'organisations qui étaient différentes et qu'on va voir qui ont été prises en considération un peu plus tard dans le cadre de la loi de régulation bancaire et financière. Après, on vit 2009-2010, les effets de l'onde de choc de la crise des subprimes à l'origine américaine pour pouvoir arriver en France. Et à ce moment-là, accélération de la volonté de réforme du métier et du marché, puisque les organismes qui sont en charge, les gendarmes du métier, se mettent en place. On oublie souvent que la CPR n'existe que depuis cette période-là, a été créée pour pouvoir justement essayer de contrebalancer et tout un tas d'autres dispositifs. Et donc cette loi Lagarde, qu'on connaît plus souvent sous ce nom-là, débouche sur une réforme de fond qui concerne l'ensemble des activités bancaires et des activités même financières, on va rajouter. Et à ce moment-là, les pouvoirs publics créent, dans le cadre des différents décrets qui vont toucher à l'intermédiation, les décrets de 2012, il y en a un sacré paquet entre janvier 2012 et octobre 2012, les décrets qui vont réguler notre marché, qui aujourd'hui encore porte une bonne partie des bases de notre activité. Et puis, l'acte fondateur de notre métier sous sa forme contemporaine, c'est le 15 janvier 2013, l'ouverture du registre unique qui permet à l'ORIAS désormais d'enregistrer tous les acteurs dans 4 catégories, on va les rappeler rapidement: courtier en opérations de banque et services de paiement, parce que ce SP a été rajouté en cours de route avec la libéralisation des moyens de paiement. Deuxièmement, les mandataires qui à l'époque s'appelaient mandataires exclusifs, les MEBSP, et puis ensuite les MEBSPL, et puis les mandataires de ces intermédiaires, les MIOBSP, dans tous les cas. Voilà, aujourd'hui on en est à cette situation qui a été par ailleurs un peu plus précisée dans les directives suivantes et dans la réglementation qui est encore en train de bouger. Et justement, par rapport à… J'ai une petite question du coup qui vient de moi pour la peine qui n'a pas été posée. Du coup, sur ces 4 catégories, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de l'évolution récente des populations? Est-ce que ça croît? Est-ce que ça décroît? Comment ça se positionne aujourd'hui en 2022?
ou en tout cas au dernier chiffre qu'on pourrait avoir reçu? Alors, je n'ai pas tous les chiffres par cœur. Les tendances de fond sur les courtiers en opération de banque elles-mêmes, on était sur fin d'année 2021 aux alentours de 7230 à peu près inscrits. Et sur le début de l'année, on continue à avoir une progression, puisqu'on doit se situer aux alentours de 7300. Parmi les auditeurs, d'ailleurs, il y a des gens qui font partie de la commission d'immatriculation, bonjour Géraud, et qui étaient il n'y a pas longtemps encore sur ce sujet-là. L'évolution sur les mandataires de banque est plutôt stable, voire légèrement. Voilà, on va avoir les précisions du grand maître derrière. C'est à peu près la même chose, il nous dit Géraud, que l'année sur dernière. les mandataires de banque, on a une érosion. À la fois parce que certains secteurs sont en train de se retirer du marché ou en tout cas calment leur inscription. Et la deuxième chose, c'est que le monde de l'intermédiation, notamment au niveau des banques, est un petit peu plus compliqué puisque les mandataires de banque, qu'ils soient exclusifs ou non exclusifs, ressortent de leur périmètre de contrôle et d'engagement de responsabilité juridique. Et donc, à ce niveau-là, les banques essayent de sortir un petit peu de ce sujet. Et puis enfin, par contre, grosse explosion depuis maintenant 2 ans des mandataires d'intermédiaires en opération de banque qui, cette classe-là, vraiment prend une place importante. Alors, à la fois sous la croissance des courtiers eux-mêmes, qui grossissent, notamment des enseignes nationales, mais également par rapport à ces mandataires qui se mettent en conformité avec la réglementation et qui enregistrent un certain nombre d'acteurs de façon à ne pas être sous le coup d'un défaut de juridiction. Merci Bruno, merci pour cette réponse. Voilà, ensuite, diapo suivante, un petit peu sur la reconnaissance professionnelle et la responsabilisation surtout de la profession, avec, tu l'as abordé, du coup, l'émergence de nouveaux modèles. Oui, parce que quand on évoque 2013, l'ouverture du registre unique, en fait, il y avait un certain nombre de choses qui sont parues dans un premier temps assez anodins et puis qui ont pris une place importante pour les gens qui ont vécu cette période-là. On s'est retrouvé avec notamment un sujet, c'est comme on devenait une profession réglementée à partir de 2012, le statut qui était assez répandu d'agents commerciaux ne pouvait plus être compatible avec l'exercice du métier. Puisque je vous rappelle qu'une profession réglementée ne peut pas avoir d'agents commerciaux. Seule exception à la règle, les agents immobiliers qui ont obtenu une dérogation par rapport à cela, et renforcée par la loi Borloo. Mais en tout état de cause, les autres acteurs ne peuvent absolument pas exercer sous ce statut-là. Donc, il a fallu basculer, créer un statut, et Dieu sait si à l'époque ça a été compliqué au niveau du registre du commerce, un statut de mandataire à part entière, et que ce mandataire doit pouvoir être enregistré en tant que tel avec la création de codes NAF dans tous les cas. Donc, la bascule prend une place importante et du coup embarque en même temps qu'elle prend cette place également une sorte de notoriété dans le marché, tandis qu'on va voir apparaître à partir de 2004-2005 avec ce développement des réseaux en franchise, on va voir apparaître une appétence notamment de la part des créateurs d'entreprises qui s'intéressent à un marché en émergence et avec forcément aussi des proportions et des propensions à gagner de l'argent. Et la deuxième chose, c'est aussi le début des situations un peu compliquées dans le monde bancaire et des réorganisations bancaires dans leur structure. Et le métier le plus parent, le plus cousin du métier de banquier reste finalement celui d'intermédiaire en opération de banque ou d'intermédiaire financier en général. Et donc, on voit ce réceptacle avec un statut qui permet aussi d'engager les personnes sur une primo-entreprise un peu particulière. Donc, je ne sais pas, Eric, je crois que tu maîtrises bien aussi ce sujet-là, si tu veux continuer. Oui, non, mais effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, Bruno, par rapport à l'évolution et à la sortie de personnes qui travaillent en banque et qui décident de rejoindre le monde du courtage, souvent pour 2 raisons. La première, c'est pour finalement exercer la partie peut-être la plus agréable du métier de banquier, qui est celui de s'intéresser aux projets à financer. Et puis d'autre part, ce souhait pour beaucoup de développer une activité avec un statut d'indépendant. Et c'est vrai que le statut de MIOBSP a été particulièrement prisé depuis plusieurs années. Avec son corollaire,
pour beaucoup de réseaux qui ont commencé à s'interroger aussi sur le poids de la responsabilité. Forcément, quand on développe un réseau avec des MIOBSP, eh bien, on porte une forme de responsabilité. Et on a vu beaucoup d'enseignes, beaucoup de réseaux commencer à mixer le statut de MIOBSP avec des salariés, et même certains réseaux qui se sont développés depuis quelques années uniquement qu'avec des collaborateurs salariés, peut-être pour mieux maîtriser en fait leur croissance. Et puis, plus récemment, avec justement cette augmentation du nombre d'IOBSP, donc le développement d'une concurrence, le phénomène qu'on a observé depuis 2 ans avec les restrictions bancaires, enfin ce qu'on a appelé restrictions bancaires ici sur la slide, hein, ça a été ce qu'on appelle entre nous les processus de déconventionnement, eh bien, de nombreuses structures ont souhaité aussi se rapprocher, se regrouper, et je dis bien regrouper, pas forcément se concentrer, donc se regrouper dans des valeurs communes avec l'ambition d'utiliser ou de partager des moyens, etc. Et c'est comme cela qu'on a vu se développer des modèles de groupement et de labels depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Ok, juste quelques chiffres du coup, parce que je viens de recevoir les derniers chiffres pour revenir sur la slide précédente. Donc, on dénombre aujourd'hui 6696 COBSP, tout petit peu moins de 11 000 MNE, 3737 mandataires liés et enfin, pour terminer, un peu plus de 14 830 MIOB, donc MIOBSP. Donc, ouais, on est vraiment sur des chiffres très intéressants et c'est stable, mais il y a quand même une augmentation, je vois, sur les MIOB par rapport à l'année dernière un tout petit peu. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait juste avant. Voilà, petite parenthèse fermée et merci à Géraud Cambournac pour ces chiffres. Alors justement, on a déjà abordé un petit peu, vous avez tous les deux parlé des différents modèles qui existaient. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de les aborder tous et que vous puissiez apporter justement, vous, votre vision et votre expérience là-dessus. Il va, Eric? Alors oui, on peut peut-être parler en premier lieu des cabinets indépendants. Ce sont des structures qui sont souvent monocytes, principalement donc avec des agences ou parfois du traitement à distance. Certaines de ces structures, au fur et à mesure des années, ont commencé aussi à se développer avec des agences ou des points de vente secondaires, avec à chaque fois ce même principe, c'est d'avoir sa propre marque et utiliser ses propres moyens pour se développer. Alors, c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres officiels justement sur la part de cabinets indépendants par rapport au réseau intégré ou en franchise, etc. À force de discuter avec nos amis Bruno, Géraud, qui s'est joint à nous ce matin, et d'autres associations, on estime peu ou prou que sur les 7000 IOB inscrits en tant que courtier, à peu près la moitié seraient des structures totalement indépendantes, mais encore une fois, c'est un peu un chiffre, j'allais dire, au doigt mouillé, quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est aussi pour ça qu'on attend beaucoup de la part des associations d'autorégulation, de façon à avoir des éléments statistiques qui permettent d'un peu mieux cerner notre marché, parce que le plus compliqué dans ce marché, c'est effectivement d'identifier les parts de marché et les positions des uns et des autres, d'autant plus que souvent, ces cabinets indépendants sont de plus en plus aussi liés à d'autres activités. On a souvent des cabinets indépendants qui sont aussi partie prenante sur le marché de l'immobilier, sur le patrimoine, etc. Donc, le deuxième modèle est un modèle de réseau dit intégré, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que c'est une sorte de super cabinet indépendant, et on a des marques qui sont aujourd'hui avec des réseaux intégrés. Alors historiquement, CAFPI travaille en réseau intégré puisqu'il est propriétaire soit des murs, soit des fonds de commerce de ces agences, et il intervient avec des effectifs, comme le disait Eric très bien, panachés, soit de mandataires, soit de salariés. Donc, mais le principe du réseau intégré, c'est que tout le monde est embarqué par une seule et même marque, et surtout appartient. Le réseau appartient à cette marque. Ça, c'est le principe du réseau intégré. Le réseau franchisé,
lui, est régi par le code du commerce et donc dans le commerce associé. Alors, il peut y avoir de la franchise, c'est un principe européen, c'est-à-dire que le franchiseur, la tête de réseau, apporte un savoir-faire, apporte des solutions, apporte une notoriété et donc transmet cela dans le cadre d'un contrat. Ce contrat lui permet, dans ces conditions, de déployer, alors avec plus ou moins d'ouverture ou pas dans le cadre des conditions du contrat, mais en tout état de cause, généralement, ça emporte l'existence et l'utilisation des mêmes outils de communication, des mêmes outils de traitement, et puis souvent une éthique morale visant à protéger l'enseigne. Et petite particularité, on voit arriver depuis quelques années déjà la notion de franchise participative, c'est-à-dire que des gens qui ouvrent leur capital pour partie à leurs franchisés, alors soit au niveau de la tête de réseau, soit ils accompagnent chacune des installations. Alors, fonction des enseignes, je vois qu'il y a Guillaume, il y a une question qui m'apparaît aussi. C'est toujours délicat d'aller donner des noms parce que le but, c'est pas de promouvoir. Et puis, je m'en voudrais de laisser passer quelques enseignes. Sur l'enseigne participative, il y en a une qui prend de plus en plus de place, c'est Idesia, qui est vraiment l'archétype de ce genre d'organisation. Et puis, voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui est en train d'évoluer. Alors, ça séduira ou ça séduira pas, mais en tout cas, ça séduira. Tu voulais reprendre la main sur les affiliations et les… Oui, et peut-être juste préciser, c'est ce qu'on voit sur cette slide, c'est que, et tu l'as évoqué d'ailleurs, Bruno, tout à l'heure avec le lancement d'Inenfi en 2004, c'est que parfois les réseaux de franchise ont aussi des agences qu'on peut qualifier de pilotes, donc des agences intégrées qui servent parfois un petit peu de laboratoire d'essai ou de vitrine aussi pour d'éventuels candidats. Oui, où tu as eu l'évolution dans leur modèle. La centrale de financement, par exemple, est un modèle qui est aujourd'hui qui porte un certain nombre d'agences en propre et qui a développé son modèle de franchise. Et puis, on a des effets inverses parfois, où on avait des gens comme, puisqu'il y a des deux exemples qui nous sont demandés, des gens comme Artemis qui étaient partis avec quelques affaires en propre, puis ensuite ont basculé en franchise, et puis finalement sont presque revenus en propre. On pourrait parler d'Imoprès, qui lui aussi a fait l'effet inverse avec des agences en propre en début et puis un développement en franchise. Donc, on a des modèles qui sont évolutifs. L'avantage de la franchise, c'est que ça permet de grossir au travers de nouveaux porteurs de projets sans engager les fonds qui sont nécessaires dans un réseau intégré. Exactement. Et alors, un modèle assez proche que l'on voit aussi se développer dans l'intermédiation bancaire, c'est le système d'affiliation, de concession de marque, où là, on a des acteurs qui vont utiliser en fait un savoir-faire ou une marque commune et se développer sur un territoire donné. Donc, beaucoup de similitudes avec la franchise, avec peut-être un modèle juridique un petit peu plus léger, moins engageant peut-être que sur un réseau de franchise. Et puis évidemment… Si tu me permets, Eric, le diable se cache dans les détails. En termes de commerce associé, vous avez des particularismes qui ont une importance finalement juridique très importante. Un réseau de franchise ne peut pas avoir de territoire, par exemple. Il n'y a pas de territoire en termes de droit européen. La jurisprudence interdit de définir un territoire. Vous pouvez donner une zone de commercialisation, mais pas de territoire. Contrairement à une concession d'enseigne ou une affiliation, où là, vous pouvez effectivement limiter, cantonner. Le droit européen donne plus de contraintes possibles pour la tête de réseau par rapport à ça. Excuse-moi, je te redonne la parole pour le… Non, mais je t'en prie, Bruno, c'est vrai que c'était une précision très, très importante sur cette notion de territoire. Et puis, effectivement, donc, on a vu les structures indépendantes, on a vu les systèmes de réseau, et la dernière alternative, on l'a dit tout à l'heure, qui est plutôt récente, 4 ou 5 ans maintenant, c'est ce phénomène de groupement ou de label, où les acteurs indépendants vont chercher à se regrouper, à mutualiser un certain nombre de choses, tout en conservant leur marque propre qui a été créée à l'origine par chacun d'entre eux. Ce qui est le cas pour Made in Courtage, Eric, le label que tu représentes notamment. Et la franchise, pareil, Inenfi Crédit, du coup, qui est le créateur de la franchise pour les IOB. On a une question qui nous demande si on peut donner, alors on en a donné un petit peu, mais sans être exhaustif, forcément, peut-être quelques exemples sur chaque
chaque type de modalité d'exercice. Alors, le cabinet indépendant, c'est tout le monde. Le réseau intégré, Bruno, tu as parlé de CAFPI, en franchisé, donc Inelfi Crédit, par exemple. Tu as parlé d'Idesia aussi pour le côté participatif. Et au niveau Oui, dans concessionnaire, la franchise, c'est un modèle qui a été très, très développé, hein. Vous avez aujourd'hui en practice, vous avez, enfin, ils me reprendront peut-être parce qu'il y a peut-être des particularités exactement, mais ACE est en franchise, sauf erreur de ma part. Vous financez doit être en franchise aujourd'hui. Voilà, donc on a ces modèles. AB, hein, je crois, doit toujours être en franchise. Oui, AB Courtage, oui, qui est en modèle de Donc franchise. voilà, Exact. mais le marché est riche de situations et de modèles très différents avec des petites particularités quelquefois, mais qui ont, je répète une fois encore, leur importance dans la relation juridique qu'il y a entre la tête de réseau et la personne du commerce associé. ah, moi, j'ai une question du coup, parce que de mon côté, et c'est totalement subjectif, mais de mon petit scope d'organisme de formation, j'ai un peu la sensation qu'on a une tendance en fait le courtier aujourd'hui du OBSP ne veut plus être seul. Et est-ce que vous observez ça dans votre quotidien comme un petit peu un second souffle sur la franchise ou le label ou même sur les autres modèles? Est-ce qu'on observe un petit peu une augmentation de l'adhésion à ce type de modèle aujourd'hui? Oui, je pense que clairement, il y a plusieurs phénomènes qui sont apparus et les choses se sont accélérées ces dernières années. Quelque chose qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le sujet des relations bancaires qui ont amené beaucoup d'IOBSP à s'interroger sur l'avenir du métier. Est-ce que le courtage, quelle que soit la forme d'exercice, a encore sa place si demain, les banques refusaient complètement de travailler avec des courtiers? Voilà, ça a été un vrai sujet d'inquiétude fin 2019, début 2020. L'autre sujet, c'est la réglementation. On le sait, on est sur un métier qui est extrêmement réglementé. Il y a l'introduction de la réforme du courtage. Du coup, tout ça, ça a mis un petit peu le doigt, ça a permis d'appuyer là où ça fait mal. Est-ce que quand je suis IOBSP et que j'exerce mon métier, est-ce que je respecte pleinement la réglementation? Et là, quand je suis tout seul dans mon coin, ce n'est pas forcément évident d'avoir la réponse. Et puis, troisième sujet, à mes yeux, et Bruno, je pense que tu vas très certainement rebondir là-dessus, c'est évidemment toute la partie digitalisation au sens large, digitalisation de la relation client, digitalisation de la relation avec les partenaires bancaires, etc. etc. Voilà, encore une fois, je suis tout seul, je suis dans mon coin. Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai peut-être les moyens financiers ou pas pour me diriger dans cette direction de la digitalisation qui parfois est vécue comme un gros mot, mais malheureusement, il va falloir plus que jamais y passer. Oui, non, mais tu as évoqué les trois piliers de ces interrogations. Alors après, ça ne veut pas dire que ça provoque automatiquement le raccrochage à d'autres acteurs. Et d'ailleurs, j'utilise volontairement ce terme de raccrochage. Tout à l'heure, tu avais été assez fin dans la rhétorique en disant que c'est un rapprochement et non pas forcément une prise de participation ou une fusion. Alors, en tout état de cause, il y a ces trois-là. Et puis, il y a d'autres éléments. Il y a aussi le fait que c'est dur d'être chef d'entreprise. Quand on est tout seul ou avec une petite équipe, on a du mal à évoquer. On précisait qu'il y avait beaucoup de courtiers qui s'étaient installés depuis quelques années, qui venaient du monde bancaire. C'est souvent une primo-expérience de chef d'entreprise et on s'aperçoit que d'être tout seul, ce n'est pas toujours facile. Et la deuxième chose, c'est que le sujet commerce, alors on peut le rapprocher de la digitalisation, mais pas que, le sujet commerce aussi, la visibilité qu'on puisse avoir, qu'on puisse donner et proposer en tout état de cause pour attirer des mandataires est aussi un sujet sur lequel on a besoin là-dessus de s'appuyer de plus en plus sur au moins à minima des échanges et c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de clubs ou que dans certaines associations des commissions se sont créées pour pouvoir justement aider les gens à se parler et à vivre cette expérience de chef d'entreprise passionnante mais solitaire. Eh bien, merci pour cette réponse éclairante. Alors, du coup, on va venir un petit peu aux motivations aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive en fait les différents opérateurs du marché aujourd'hui, selon le modèle en fait, pour les attirer ou en tout cas ce qu'ils mettent en avant? Eric a déjà commencé à bien déflorer le sujet préalablement, mais on va le pousser dans ses retranchements et dans la profondeur. En clair,
si jamais je veux me mettre en cabinet indépendant, la première des choses, pourquoi? C'est parce que peut-être que j'ai la prétention, mais sans que ce soit péjoratif, mais en tout cas l'envie, l'ambition d'être le patron chez moi, de faire ce que je veux en termes de stratégie, en termes de développement. On peut y retrouver des gens qui ont une spécialité, par exemple, qui n'ont pas envie de se raccrocher à une enseigne ou à un réseau dans ces conditions-là, parce qu'ils sont suffisamment pertinents dans leur spécialité pour pouvoir se positionner. On pourrait évoquer des gens qui sont sur un marché, un micro-marché. Moi, je connais des gens qui se sont spécialisés sur le traitement de la clientèle des étrangers, sur la clientèle des expats, sur la clientèle professionnelle, etc. Et donc, le cabinet indépendant en soi-même a cette facilité-là, c'est que je m'installe, je décide de tout et je me positionne par rapport à ça. Et je me détache en jouant même à la limite la marque justement de cette indépendance et la promotion de cette originalité, de cette singularité. Et effectivement, à l'inverse des structures indépendantes, les réseaux intégrés, eux, vont miser sur leur propre image et le dynamique qu'ils vont pouvoir insuffler au travers de leur réseau et en proposant évidemment des solutions qui vont bénéficier à l'ensemble de leurs collaborateurs, quel que soit leur statut, on l'a évoqué tout à l'heure, MIOBSP, salarié ou parfois un mix des deux. Et donc là, souvent dans la notion de réseau intégré, le terme réseau joue à plein, puisqu'on est vraiment dans cet esprit à 100%. Et quand on bascule sur le réseau franchisé, en fait, on cumule l'avantage du réseau intégré, c'est-à-dire une certaine uniformité sur des outils, sur une marque, sur des process, etc., et puis la visibilité. Et on y ajoute derrière la notoriété, l'offre de service qui est plus ou moins étoffée. Dans tous les cas, on essaye de préserver son statut de libéral, même s'il est un peu moins indépendant que le propre cabinet indépendant. On a quand même des devoirs à l'égard de l'entreprise qui signe le contrat de franchise, mais néanmoins, vous gardez une relative autonomie dès lors que vous répondez au contrat. Et la deuxième chose, vous avez cet effet masse, cet effet force et de visibilité qui est un plus, en tout cas, pour les gens qui recherchent ça. Mais c'est vrai dans le métier du courtage, c'est vrai aussi dans l'ensemble des métiers de services et de commerce, puisque le monde de la franchise, en général, connaît une croissance non arrêtée depuis déjà maintenant une vingtaine d'années en tous les cas. Et on va retrouver un petit peu cette même logique sur les réseaux d'affiliation ou de concession de marques qui vont, dans la plupart des cas, utiliser une marque commune, justement, un peu une marque chapeau, ou en accolant leur nom de structure indépendante et en précisant BAE, BAE, BY, telle marque commerciale. Côté groupement et ou label, l'objectif, c'est plutôt de s'adresser à des structures qui étaient sur la première ligne de notre slide, des structures indépendantes. Les personnes qui vont rejoindre un groupement ou un label vont conserver leur totale indépendance, donc dans l'esprit de leur développement, de leur fonctionnement, etc. Souvent, vont devoir répondre à une charte de bonne entente, de bonne pratique au sein du groupement. Et les membres vont utiliser très souvent des outils communs, mais sans obligation d'utiliser plutôt telle solution ou telle autre, etc. etc. Donc finalement, souvent, on va parler de boîte à outils ou d'offres à tiroir dans les groupements ou dans les labels, où chacun va venir piocher ce qui l'intéresse par rapport à son historique, par rapport à sa taille et à son souhait de développement. Donc finalement, on le voit avec les 5 présentations qu'on a ici, les 5 formes de commerce, eh bien, il y en a un petit peu pour tous les goûts, Guillaume. Et du coup, donc sur 5 modèles, est-ce qu'il y a un profil type du candidat en fonction du modèle? Est-ce que c'est plutôt un créateur qui va rejoindre la franchise ou est-ce que c'est ou le label ou la concession de marque ou autre? Ou alors est-ce que c'est plutôt un entrepreneur, un indépendant qui a atteint son plafond de verre et qui veut vraiment passer à la vitesse supérieure en adhérant? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que vraiment on retrouve un petit peu de tout en fait? Il y a
pas forcément, et je parle sous couvert d'Éric qui donnera aussi son avis sur ce sujet-là, mais il n'y a pas forcément un profil type, mais il y a effectivement des profils qui sont naturellement plus orientés sur certains modèles. Et d'ailleurs, on peut très bien imaginer, et on l'a tous vécu, hein, tous ceux qui ont géré des commerces associés, on a tous vécu des gens qui ont commencé par un modèle et puis ensuite qui ont évolué. Des exemples, il y en a à foison de gens qui ont commencé comme franchisés ou comme membres d'un réseau intégré et puis qui, au bout d'un moment, se sont émancipés de cette formule-là, de ce statut, pour pouvoir tenter leur chance eux-mêmes, soit parce qu'ils avaient l'envie de le faire, ils ne supportaient plus un encadrement contractuel, soit tout simplement ils avaient acquis une suffisante notoriété pour espérer pouvoir se positionner seuls sur ce marché-là. Et après, derrière, on a même parfois les effets inverses, c'est-à-dire que ces gens qui sont devenus indépendants rejoignent à ce moment-là une affiliation ou un label parce que finalement, ils s'aperçoivent que c'est moins facile d'aller chercher des solutions où ils ne les payent pas au même prix d'ailleurs. Hein. Il y a le phénomène financier du groupement et de la mutualisation qui intervient. Dans tous les cas, ils peuvent avoir un phénomène arrière. Donc, on a des mouvements qui s'effectuent un peu dans tous les sens. On va dire, si on veut être simpliste, hein, et puis Eric, je te laisserai boucler là-dessus, mais si on veut être simpliste, quelqu'un qui est néo-entrepreneur, en général, va plutôt essayer de se raccrocher à des enseignes, quel que soit son modèle, hein, franchise, affiliation, mais il va plutôt être dans un modèle où il va être épaulé, accompagné. Quelqu'un qui est déjà très, très marqué par son indépendance, hein, on a des gens qui, par exemple, sont gestionnaires de patrimoine et qui veulent annexer une autre activité, soit iront chercher ça parce qu'ils en font une activité annexe, soit au contraire, voudront conserver cette indépendance et seront à ce moment-là, vont juste positionner une activité complémentaire toujours en tant qu'indépendant et vont plutôt s'intéresser aux personnes qu'ils vont recruter pour pouvoir exercer et produire sur cette activité indépendante. Moi, c'est surtout cette notion de néo-entrepreneur qui intervient la plupart du temps dans ce sujet-là. Tout à fait, Bruno. Et c'est vrai que même si on le sait, beaucoup de courtiers qui s'installent ont un parcours bancaire. Hein. On n'a pas de stats précises, mais on peut imaginer que c'est 75 ou 80% peut-être de la population de néo-courtiers qui ont eu un parcours bancaire. L'accompagnement d'un réseau organisé en franchise, en concession de marque, etc., peut être très, très important pour eux, pour leur faire gagner du temps, pour sécuriser aussi le business plan, etc., etc. Et côté groupement et label, on voit beaucoup de structures qui commencent à s'intéresser à ce sujet. Quand cette structure a déjà été lancée depuis 2 ans, 3 ans, il y a un peu à ce moment-là un seuil critique à passer qui est de se dire est-ce que je continue tout seul ou éventuellement avec 1 ou 2 ou 3 collaborateurs qui m'ont rejoint depuis, ou est-ce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin? Est-ce que j'ai envie aussi de me rassurer dans mon développement en pouvant échanger avec des pairs, etc. Donc, la notion de groupement ou de label peut être parfois un effet booster pour ces structures qui ont déjà un petit peu de poil aux pattes et qui veulent aller plus loin dans leur développement. Et maintenant, on va parler du porte-monnaie un petit peu, parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu tout ce qui est intéressant dans ces modèles-là. Et du coup, forcément, chaque modèle a une application financière différente. Et du coup, je vais vous laisser un petit peu nous expliquer aussi cet aspect financier. Bruno, si tu le permets, je rebondis sur un propos que tu as dit, qui est très, très intéressant et qui va concerner justement les cabinets indépendants. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de coût d'appartenance ou d'adhésion à un réseau, etc. Donc, il y a ce sentiment de liberté que tout le monde aura bien compris. Mais la difficulté pour beaucoup de ces structures, c'est au moment de choisir des outils, au moment de choisir des solutions, je pense à l'informatique, notamment au système d'information. Quand on est tout seul, ce n'est pas évident de se dire je fais le bon choix, d'une part. Et puis Bruno, tu le citais très bien tout à l'heure, on ne le fait pas forcément au même prix. Parce que justement, quand on est une structure isolée, et c'est surtout pas péjoratif hein, quand je le dis, bien sûr, mais quand on est une structure isolée, on n'a pas forcément le même poids de négociation quand il s'agit d'adopter tel ou tel système d'information. Donc, la notion de réseau ou de regroupement peut être très, très importante au moment où il faut réaliser des investissements utiles et nécessaires pour se développer. Oui, et puis pour prolonger ton propos, Eric,
il y a aussi la peur de se tromper. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sur un nouvel outil, je ne suis pas sûr que ça soit le bon, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'outil parfait, hein, ça se saurait. Hein. On aurait tous le même, mais en tout état de cause, voilà. Et est-ce que c'est adapté à moi? Est-ce que je saurais m'en occuper? Dans tous les cas, je vais rajouter un autre élément, et on l'a évoqué en sous-entendu plus ou moins masqué, c'est la montée en puissance qu'évoquait Eric tout à l'heure sur la notion de réglementation. Et aujourd'hui, je suis indépendant, je suis seul. Je suis vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, ma veille, il faut que je la fasse. Alors, bien sûr, on va, lui comme moi, inciter les gens à adhérer à des associations professionnelles ou des syndicats. Mais malgré tout, déjà, ça a un coût. Et puis, la deuxième chose, c'est même au-delà de cette adhésion, j'ai quand même une nécessité à embarquer avec moi une veille nécessaire. Et puis, le dernier point, et là, c'est un point purement pratico-pratique, c'est les conventions bancaires. Alors, on va pas, et ça, je ne pense pas que ce soit l'espace ici pour parler de l'opposabilité du mandat par rapport aux établissements bancaires, parce que c'est un sujet qui est très pointu et qui nous emporterait bien au-delà de ce qu'on peut faire. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la majorité des cas, c'est on essaye d'aller récupérer une convention bancaire. Donc, quand je suis indépendant, pour peu que je me crée, c'est vraiment pas évident aujourd'hui d'aller frapper à la porte, de tenir le bon message au banquier, et surtout que le banquier accepte de m'accueillir avec des conventions dans tous les cas. Donc, c'est la contrepartie malheureuse de l'indépendance, le prix de sa liberté, c'est la difficulté à également être seul. Un point aussi qui me vient par rapport aux structures indépendantes, c'est que quand on regarde le paysage des agences de courtage aujourd'hui, c'est souvent 3, 4, 5 collaborateurs, c'est sans doute à peu près la taille moyenne des agences. Mais ces 3, 4, 5 collaborateurs, ils sont tous producteurs. D'accord? Donc, effectivement, il y a le sujet veille juridique que Bruno évoquait tout à l'heure. On n'a pas forcément un juriste parmi les 3, 4 ou 5 producteurs commerciaux. Et puis, il y a aussi tous les sujets de communication et de marketing. Aujourd'hui, on le sait, il faut être présent sur toutes les formes de sourcing client, sur la prescription, sur le traitement de leads qu'on va acquérir par telle ou telle plateforme, la présence sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et on n'a pas forcément, quand on est indépendant, ni les compétences, ni les outils, ni les moyens même de pouvoir investir toutes ces formes de marketing et de communication. Et encore une fois, l'accompagnement d'un réseau, quelle qu'en soit la forme, peut faire gagner énormément de temps là-dessus et donc forcément apporter de nouvelles opportunités de chiffre d'affaires. Alors, le pendant de cette indépendance, c'est effectivement d'appartenir à un réseau. Donc, le réseau intégré qui, en général, est un peu à l'opposé de tout cela. Alors, surtout si, en plus, on y intervient comme salarié, mais en tout état de cause, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que le réseau intégré va vous apporter la quasi-totalité de ce dont vous avez besoin. Alors, ça peut générer d'ailleurs des frustrations parce qu'on pourrait avoir, entre guillemets, des meilleures idées ou penser qu'elles sont meilleures, mais en tout état de cause, on est obligé de se caler dans le moule puisqu'on est dans un carcan. Ce carcan, c'est celui soit du salariat, comme je vous l'évoquais, sur le statut professionnel, mais c'est aussi dans le cadre des obligations et de l'orientation. On a tous en tête des campagnes malheureuses de communication par le passé où la tête de réseau s'était permis quelques largesses par offuscation de l'attitude et notamment de nos partenaires bancaires et qui du coup pesaient ou ont pesé pendant un certain temps sur les membres de ce réseau, ne leur faisant pas passer forcément de bon quart d'heure avec nos partenaires locaux. Donc, mais cette parenthèse mise à part, ça a quand même beaucoup de confort pour la personne qui y intègre d'aller là-dedans. Réseau franchisé, on va refaire le même parallèle qu'avec tout à l'heure, c'est un mixte, c'est-à-dire qu'en fait, je garde un statut relativement indépendant, hein, puisque par nature, je n'ai pas, sauf dans le cadre de la franchise participative, qui est encore un statut mixte particulier. Mais sinon, je vais avoir ça. Si je parle sur le coût de l'argent, hein, puisque c'était la question de l'item, Guillaume, effectivement, vous allez avoir, et là, c'est le florilège, hein, et vous avez un peu tout qui existe sur le marché. On va avoir deux choses, les droits d'entrée, la redevance. Les droits d'entrée, c'est le droit d'afficher l'enseigne, c'est le droit d'utiliser les outils qui sont mis à disposition, le droit de bénéficier du savoir-faire, de la transmission de ce savoir-faire et le droit à la notoriété qui est ouverte au travers de l'enseigne et la tête de réseau. Ce droit d'entrée, il est parfois forfaitaire, parfois
proportionnels, notamment sur des gens qui sont déjà installés. Ils peuvent faire l'objet d'aménagements. Je connais même des droits d'entrée qui sont différés ou quasiment nuls dans tous les cas. Et puis après, vous avez la redevance qui, elle, est sous 3 formes, soit une redevance forfaitaire fixe, soit une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires, avec éventuellement de la régularisation, ou alors des modèles mixtes qui mélangent une dose de proportionnelle avec un minimum forfaitaire ou avec une partie forfaitaire. Donc, toutes ces opérations-là doivent laisser la liberté, puisque sinon, si tout est encadré, dans tous les cas, ça n'est plus vraiment un réseau franchisé, en tout cas, tout ce qui concernera le business et les sources de revenus, notamment les honoraires ou les rétrocessions qui sont faites aux apporteurs d'affaires, sont à la liberté et au libre arbitre des gens qui sont dans cette enseigne, dans le cadre du réseau franchisé. Donc, c'est une vraie décision commerciale et économique à prendre lorsque l'on rejoint un réseau franchisé. D'ailleurs, toutes les franchises sont obligées de vous faire préparer un dossier qui est soumis à un agrément encadré par la loi Dublin par rapport à ça. Et ce dossier, vous devez y mettre les éléments qui contribueront à votre réussite prévisionnelle dans le cadre du réseau. Et le réseau est censé aussi, de toute façon, être contradictoire par rapport à vous pour vous aider, soit par rapport à l'expérience qu'il a de ses autres franchisés, soit tout simplement par rapport à une étude de marché qui est réalisée sur ce marché que vous voulez aborder. Tout à fait. Alors, concernant les réseaux d'affiliation, de concession de marque, là, on a un petit peu moins d'informations. C'est pour ça qu'on a laissé ici sur la slide à examiner au cas par cas selon les contrats. Effectivement, il y a beaucoup de modèles économiques très différents qui peuvent exister là-dessus. Parfois des droits d'entrée, parfois non, souvent de la redevance proportionnelle sur le chiffre d'affaires. Et voilà, donc là, il faudrait vraiment rentrer beaucoup plus dans le détail de chaque contrat. Et puis, dernière forme de modèle économique, c'est effectivement celui des groupements ou des labels, où là, on va retrouver pour la structure à chaque fois les coûts liés à son fonctionnement en qualité d'indépendant et une formule d'adhésion ou d'abonnement souvent mensuel qui va être la base de la relation avec la tête du groupement et la mise à disposition d'outils souvent qui vont avoir été à des tarifs négociés justement par l'effet volume et donc mis à disposition des adhérents. Alors, Guillaume, je me permets une liberté, puisque tout à l'heure, on nous demandait d'avoir des exemples. Je laisse imaginer facilement la même personne ou d'autres nous dire, oui, alors ça donne quoi les éléments? Parce que vous nous dites que les droits d'entrée, les redevances, tout ça, ça change. Bon, il y a quand même une étude de marché qui est assez large, mais on va dire que pour ce qui est des droits d'entrée, moi, ça va de 0 jusqu'à peu près 50 000, donc en fonction des territoires parfois, puisque ça peut être aussi en fonction de la proportionnalité du marché et du champ d'activité que ça peut générer. Donc on va être un peu sur c'est une plage très large. Faut savoir que le monde du courtage en opération de banque est loin d'être le plus cher dans les droits d'entrée. Vous avez dans le commerce de distribution, commerce de luxe, ou certains acteurs, ou chez McDo, par exemple, dans la distribution. Oui, dans la restauration, oui. Voilà, vous avez des droits d'entrée qui sont largement plus élevés et avec des contraintes concernant, par exemple, vous allez chez Chef de Bruges, vous allez chez Ediard, vous allez chez McDo, c'est surface minimum, les travaux qui sont réalisés, etc., etc. Dans ces droits d'entrée, oui, il y a les coûts de formation. Alors, les coûts de formation, là aussi, c'est pareil, selon les réseaux franchisés. C'est dans tous les cas ce qu'ils appellent leur vernis, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça se passe par la structure qui leur appartient parce qu'ils savent ce qui est dispensé comme formation. Quelquefois, ils acceptent d'avoir des formations, notamment externes. C'est le cas notamment lorsque vous arrivez d'une enseigne et que vous basculez dans une autre enseigne. Il n'y a pas forcément nécessité, ou en tout cas, après, c'est propre au contrat, il faudra bien y faire attention. Et puis, sur les redevances, en termes de franchise, mais on le retrouve aussi beaucoup en termes d'affiliation, notamment sur les concessions de marque, puisque le principe, c'est la notoriété qui est mise en avant. Vous allez avoir à la fois une redevance, alors je vous dis, elles peuvent être fixes, proportionnelles ou mixtes. Dans tous les cas, vous allez être en général entre 4 et 8% de votre chiffre d'affaires. Alors, je dis, soit ils seront répartis en forme proportionnelle, soit fixe avec une régularisation. Et une contribution généralement aussi à
c'est des fonds médias mutualisés, à la notoriété et à la communication qui est réalisée, quelquefois abondée par la tête de réseau, d'autres fois pas du tout, quelquefois gérée en national, d'autres fois gérée en national et en régional. Vous avez différents modèles qui existent, mais voilà, vous êtes grosso modo compte à peu près entre 4 et 8 sur les droits sur la redevance et en moyenne entre 1 et 3% sur la partie des participations sur la communication, etc. Voilà, c'est ce qu'il faut retrouver sur le marché, mais bien évidemment, chaque enseigne est libre de son contrat. Merci. Et il y a aussi un autre sujet, du coup, un item que vous avez sous-entendu sans le citer, et puis qui est aussi une des activités du coup de Peritus Formation, donc je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Alors, éloigner les enfants, s'il y a des enfants près des ordinateurs, je vais dire un gros mot, c'est la conformité finalement, puisque c'est quelque chose, vous, auquel vous participez, vous mettez à disposition, soit vous mettez à disposition des procédures ou au moins des documents qui permettent aussi donc aux membres de la franchise ou aux membres du label de pouvoir s'y retrouver. Alors, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, avec les différentes réformes que le métier a pu subir, et je parle surtout pour la dernière, qui est un petit peu la plus lourde, et sur cet aspect aussi du démarchage téléphonique, même si en crédit, il y a peu de chances que ça arrive, voire pas du tout. Mais voilà, on le sait, il y a le sujet du devoir de conseil, des documents d'entrée en relation, et tout ça, ça a un coût quand on est tout seul, quand on est indépendant. Bien entendu, on trouve des structures qui le proposent à tout le monde, mais je sais, pour connaître un petit peu vos différents modèles, que voilà, vous pouvez aussi participer à ça et aider vos membres et vos adhérents, en tout cas, à pouvoir s'y retrouver plus facilement et à exercer en toute conformité. Dites-moi si je me trompe, mais normalement… Non, tu es dans le vrai, Guillaume. Alors, je ne vais pas dire avec regret, parce que j'aurais eu tendance peut-être à spontanément le dire de cette façon-là, mais il faut toujours savoir utiliser une contrainte comme une opportunité supplémentaire. Moi, je me souviens que quand, dans une autre enseigne que la mienne, lorsque la réglementation est arrivée en 2012 et qu'on a fait le tour des réseaux et du réseau, on a commencé à nous dire le mandat avant il faisait une page, maintenant il en fait 6, vous tuez le business, c'est n'importe quoi, on va crever. Enfin, j'ai tout entendu dans tous les cas. Le monde du courtage ne s'est jamais aussi bien porté que depuis ce temps-là. Alors, je vais revenir quand même à ta question, Guillaume, mais pour dire que ce qui est vrai en termes de lourdeur et d'impact sur la vie de nos cabinets, quel que soit le modèle qui existe, c'est surtout le fait que, et ça je le positive énormément, c'est le fait que ça écarte des gens de plus en plus. On va dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs du marché travaillent correctement. Franchement, sur la protection du consommateur, sur la recherche des meilleures solutions, etc. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que pour avoir discuté il n'y a pas encore si longtemps avec UFC Que Choisir, ils reçoivent grosso modo 10 000 demandes par an de réclamations sur la demande bancaire, 10 000 réclamations par an sur le monde de l'assurance. Et là-dessus, le poids qui correspond aux intermédiaires, quels qu'ils soient, d'ailleurs, ça correspond aussi aux CIF, aux IAS, dans tous les cas, il est ridicule. On n'est même pas à un point. Les intermédiaires font un boulot de fond qui est incroyablement plus qualitatif et surtout beaucoup plus dans l'esprit de la protection du consommateur. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que la difficulté, c'est ce poids de la réglementation qui pèse sur nous et que, comme on le disait tout à l'heure, dans les difficultés selon les statuts, c'est qu'on était à la recherche en permanence de cela, parce que le pire pour nous, c'est de penser qu'on fasse bien, et au final, au moment d'un contrôle ou d'une dénonciation calomnieuse, on se retrouve à se faire exploser la tête en termes de sanctions, et Dieu sait si ces sanctions sont de plus en plus lourdes. Et là, c'est vrai que soit on est effectivement très bon et très bien calibré pour pouvoir suivre cela et ça va pêcher en termes de temps, dans tous les cas, mais ou alors on se rapproche effectivement d'une association professionnelle, d'un syndicat pour nous aider, mais une fois encore, il y a une inertie, le syndicat ne peut pas être en permanence à H auprès de vous, et puis surtout, c'est effectivement l'encadrement par un réseau, parce que là, pour le coup, la responsabilité est portée plus ou moins, d'ailleurs, selon les modèles. Le réseau intégré, elle est portée intégralement. Le réseau franchisé, elle est portée sur l'obligation d'information, mais pas forcément sur la mise en œuvre, puisque là, vous êtes responsable
de cette mise en œuvre. Et quant au label, je ne veux pas déflorer ce que peut éventuellement dire Eric, mais le label, lui, met à disposition des outils. Il n'est pas maître et responsable de savoir si vous voulez embrasser ces outils ou pas, et encore moins sur leur mise en œuvre. Donc, ce poids de la réglementation, comme tu l'évoques, il est très, très important. Après, il faut le positiver, c'est-à-dire que, oui, il nous permet de nous imposer aussi, et je pense que l'évolution de la part du courtage et l'évolution du marché du courtage, que ce soit dans le marché en général, aux yeux des consommateurs ou leurs représentants, ou même au niveau des établissements bancaires, il n'aurait pas pu être possible, à mon avis, autant et aussi fort et aussi rapidement si on n'avait pas eu toutes ces réglementations qui venaient ensemble. Tout à fait. Eric, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'était un petit parallèle par rapport aux pays européens et la part de marché du courtage chez nos voisins. Et clairement, plus le métier est réglementé et plus la part de marché des courtiers est élevée. Parce que c'est un élément de réassurance à tous les niveaux. Réassurance vis-à-vis du client, parce que voilà, il se dit, j'ai en face de moi un professionnel qui est formé initialement, qui est formé en continu, qui est assujetti à des obligations à tous les niveaux d'information précontractuelle, etc., etc. Et puis, c'est aussi un élément de réassurance pour les établissements prêteurs, de se dire, en face de nous, on a des gens qui proposent, qui distribuent nos produits, et bien, autant que ce soit des professionnels, encore une fois, formés et assujettis à une réglementation stricte. Donc, effectivement, du positif à tirer de ce poids de la réglementation, sans nul doute. Toujours du positif. Alors, justement, on a abordé un petit peu le sujet juste avant. Sujet un peu piquant, pas forcément, hein, mais voilà, en tout cas, les partenariats bancaires, qu'en est-il en fonction du modèle que l'on choisit? Alors, si tu veux bien, on va commencer par partir d'un postulat Je veux bien, qu'on met de côté l'opposabilité du mandat. J'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est un sujet qui fait aujourd'hui beaucoup, beaucoup de débat, hein, avec ses prolongements. Hein, j'intègre les honoraires ou pas dans le TEG, etc. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer parce que franchement, déjà, premièrement, personne ne détient la vérité. Hein. Il y a des partisans et des détracteurs qui ont tous leurs arguments, et tant que ça ne sera pas tranché, entre guillemets, par les autorités du marché, on sera sur des cas particuliers avec des interprétations à chaque fois différentes, puisque c'est souvent, comme je le disais déjà tout à l'heure, le diable qui se cachait dans les détails. Ça, c'est le premier sujet. Après, on va regarder le sujet générique. Hein, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on puisse travailler avec des conventions bancaires. Alors, rémunérées, non rémunérées, ça c'est un vrai sujet sur lequel on va aller là-dedans. Et en ce qui concerne les cabinets indépendants, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, c'est l'identification des solutions, parce que vous êtes néophyte, je ne sais pas s'il y a des profanes dans le webinaire, mais en tout état de cause, si je donne quelques noms d'établissements bancaires et en plus qui s'amusent à les changer tous les matins, c'est évident que ça ne va pas être facile de l'identifier. Et puis, qu'est-ce qu'ils font exactement? Quelle est leur cible? Quels sont leurs critères? Par exemple, j'ai appris, parce que j'en suis client, que la Banque privée européenne venait de changer de nom. Elle s'appelle Louvre Privé maintenant. Donc, voilà. Ça me fait sourire parce que mes cheveux blancs me rappellent qu'il existait une banque qui s'appelait la Banque du Louvre il y a quelques décennies. Et je pense qu'ils ont dû embarquer à un moment ou à un autre ce nom dans leur escarcelle. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des noms qui diront rien. Alors, déjà, Barclays, par exemple, pouvait dire quelque chose à quelqu'un il y a 20 ans. Si la personne joue à Hibernatus et qu'elle revient sur le marché, elle va voir que Barclays n'existe plus et que désormais, ça s'appelle Mideis Bank. Donc, et on y va ainsi de suite sur un certain nombre d'acteurs. Et puis, je ne parle même pas des petites structures qui sont des sociétés financières captives, la plupart du temps de grands groupes, et qui sont sur des marchés absolument inconnus puisqu'ils travaillent soit sous des marques blanches, soit dans le cadre de réseaux de distribution pour des activités spécifiques. Hein. On les a, y compris dans le regroupement de crédit, par exemple. Voilà, donc ces cabinets indépendants, l'identification des solutions, l'accès à ces solutions, parce qu'il y a des banques qui décident de ne travailler qu'avec une quarantaine ou une trentaine ou une dizaine d'acteurs du marché. Forcément, ils vont aller là-dessus sur des marchés avec des acteurs soit très, très spécialisés, soit d'autorité nationale. Et en même temps, ces cabinets indépendants peuvent parfois aussi jouer
Je ne suis pas dans un sens, il n'y a pas d'absolutisme, je suis dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que le cabinet indépendant, quelquefois, va trouver auprès d'une banque de réseau, notamment des mutualistes, une écoute assez bienveillante en local, parce que si jamais la personne est bien connue, voire même c'est un ancien collaborateur de cette enseigne, eh ben, elle sait qu'elle va avoir un taux de transformation et un taux d'appétence pour cette offre-là qui sera plus important que si jamais elle a affaire à… Oui, Philippe, effectivement, mais pas que BPCE, on a des crédits agricoles qui sont assez impressionnants sur certains secteurs. Dans tous les cas, on a des gens qui peuvent trouver finalement chaussures à leurs pieds en tant qu'indépendants local. Ça, c'est le sujet. Réseau intégré, l'avantage, c'est que la force de ce réseau et de sa proportion à donner des offres mutualisées va lui permettre effectivement, en général, de trouver un panel de solutions assez large. Par contre, il peut y avoir l'effet inverse, c'est que soit par l'histoire de ces réseaux, soit tout à fait, soit parce que, au contraire, ils veulent se désensibiliser, parce que c'est une petite banque, il y en a encore quelques-unes, ils veulent se désensibiliser de la production qui viendrait par des intermédiaires. Au contraire, en étant dans un réseau intégré, ils pourraient très bien se heurter à un sujet de refus d'identification, parce que la banque n'a pas les capacités. Je pense à quelques banques étrangères ou des banques qui sont avec des têtes de pont en France qui ne veulent pas, au contraire, intervenir sur des grosses enseignes. Donc, on a le pendant de ce côté-là. Si tu veux compléter sur la franchise, Eric. Ton micro. Ouais, ton micro est coupé, Eric. Excusez-moi, je disais, c'est très clair ton propos, Bruno. Et on a parlé effectivement tout à l'heure des indépendants et cette impossibilité finalement d'avoir accès à certaines solutions. C'est là où je voulais insister sur, encore une fois, quelle que soit la forme de réseau choisi, intégré, franchisé, groupement, label, etc., sur l'importance du partage des bonnes pratiques. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On est sur un métier quand même de technicien avec une multiplicité des profils clients, une multiplicité des offres bancaires. Et le fait d'avoir rejoint un groupement, d'avoir rejoint une communauté, de pouvoir s'appuyer sur des spécialistes de métier quand on est dans un réseau organisé en franchise. Bref, ça a une très, très haute valeur ajoutée pour apporter de nouvelles solutions au client final. Un mot spécifiquement sur les groupements ou les labels. Effectivement, on a indiqué ici que les banques ne reconnaissent pas ces modèles-là. Très clairement, ce serait mentir que de dire l'inverse. Néanmoins, il y a une chose qui est encore une fois importante, c'est ce que je rappelais à l'instant, c'est la possibilité de partager les bonnes pratiques et de s'appuyer justement sur le groupement, sur le label, pour obtenir les coordonnées de la bonne personne, du patron de la prescription, etc., etc. Ça, c'est un phénomène qu'on constate au quotidien chez Made in Courtage. Je suis sûr qu'il y a dans d'autres groupements ce type de constat aussi. Bruno. Bruno, c'est ton micro ce coup-ci. Exactement. On est tellement bien élevé qu'on en finit par oublier. Puis on est tellement emporté par ces propos-là. Dans tous les cas, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, le monde bancaire ne raisonne plus forcément en généralité. Donc, vous avez beau être dans un réseau franchisé, c'est pas parce que la tête de réseau a un accord cadre qui est signé que pour autant tout le monde va pouvoir bénéficier, parce que l'historique, parce que les volumes, parce que le taux de transformation et donc la qualité dont parlait Eric ne sont pas au rendez-vous, font faire que l'enseigne peut très bien garder la relation partenariale et par ailleurs, en local, avoir une ou deux agences qui ne bénéficient plus de cet accord-là, tout simplement parce qu'elles ne répondent pas au canon de l'établissement bancaire. C'est vrai en réseau de franchise, c'est vrai aussi parce que la propension et la proportion, les deux termes se valent aussi là-dessus, sur les banques mutualistes, fait qu'on a des politiques qui, quelquefois, sont totalement disparates. Alors, si BPCE s'est un peu plus mis en ordre de marche au niveau national par
leur organisation, c'est complètement hétérogène chez Crédit Mutuel ou chez Crédit Agricole. Donc, on s'aperçoit qu'on va avoir des pluralités de situations sur les banques qui tiennent plus aux personnes qui sont les unes en face des autres, c'est-à-dire aussi bien du côté de l'opérateur IOB que de l'opérateur bancaire, de l'histoire, de la stratégie locale bancaire, etc., etc. Et je ne parle même pas des conditions de commissionnement qui, eux, alors là, pour le coup, sont parfois très, allez, au doigt mouillé, on va dire, hein, parce que mais voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces réseaux, plus vous êtes important au réseau, plus a priori vous avez accès ou au moins à la connaissance ou à la pluralité d'offres. Par contre, ça ne vous garantit pas effectivement d'avoir pour autant toutes ces offres qui sont proposées par la tête de réseau. Donc, renseignez-vous bien auprès de ces têtes de réseau sur votre secteur, votre histoire, dans tous les cas, et vos relations avec vos anciens partenaires bancaires. Parce que ce n'est pas parce que vous passez sous une enseigne que vous devenez d'un seul coup blanchi et que vous allez automatiquement récupérer toutes les conventions dans tous les cas. Et voilà, on arrive au terme de ce webinaire, donc petite conclusion du coup, et on est à peu près dans les temps en plus, ce qui est plutôt pas mal. Surtout pas mal pour nous qui sommes des grands bavards. Hein, donc, c'est parfaitement ce que je sous-entendais, Bruno. En plus. Merci, c'est gentil. Tu couperas ça. Du coup, oui, est-ce que quelqu'un veut un petit peu se positionner sur une conclusion, peut-être un résumé de tout ça pour voir un petit peu sur ces différents modèles ce qu'on pourrait en dire finalement. Oui, je voulais proposer un petit mot de conclusion, en tout cas pour ma part, avant que Bruno formule le sien. C'est qu'on l'a vu, on est sur un métier qui est très riche humainement dans sa relation avec les clients, dans sa relation avec les prescripteurs, les banques, etc. Et on a vu ensemble qu'il y avait plusieurs modèles d'exercice du métier entre l'indépendant, la franchise, etc., etc. Et ma conviction, c'est qu'on est avant tout dans des histoires de femmes et d'hommes et qu'on peut avoir la plus belle proposition de contrat, de commerce organisé, etc., sur le papier, eh bien, ça n'empêche absolument pas, et c'est même une obligation, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner à chacun, il faut appeler des membres de ces réseaux pour voir effectivement comment est la réalité, il faut échanger, il faut se projeter, et ça, c'est essentiel. Donc, ne pas se contenter de ce qu'on peut avoir comme proposition de contrat, mais bel et bien de pouvoir échanger avec des membres actifs de tel ou tel de ces réseaux ou groupements. Ouais, je ne vais pas ajouter grand-chose devant des paroles aussi sages, donc dans tous les cas, et frapper du bon sens. C'est effectivement ça. L'indépendant, bien évidemment, devra s'intéresser à son étude de marché, c'est-à-dire savoir si jamais il a une concurrence, de quel ordre elle est, s'il a une place, s'il a la possibilité d'avoir des solutions bancaires, et puis son potentiel de développement, parce que quand on s'installe comme chef d'entreprise, le but, c'est quand même de gagner de l'argent, c'est pas forcément d'en perdre. Donc, c'est vraiment un sujet sur l'étude de marché. Et là, j'invite ces indépendants à se rapprocher d'associations professionnelles qui pourront les aider peut-être aussi dans cette installation pour avoir des analyses de marché ou de certains éléments. Et puis, renseignez-vous sur Aujourd'hui, c'est des sites qui sont rendu public sur la Banque de France, par exemple, pour avoir les productions par comptoir Banque de France, etc. Ça, c'est le premier sujet. Concernant les relations avec des réseaux qui soient intégrés ou qui soient sous une forme de commerce associé, dans tous les cas, franchement, examinez les contrats. De toute façon, toutes les enseignes qui fonctionnent sous ces modèles-là vous inviteront à faire quand même un tour des popotes pour voir si jamais vous êtes cohérent avec ça. Il ne faudrait pas que vous ayez l'impression qu'on ne vous avait pas dit ça parce qu'ailleurs, c'est différent. Donc, dans tous les cas, ça fait partie de l'information et de votre rôle de chef d'entreprise ou de futur chef d'entreprise, de vous être renseigné sur l'état du marché et des contrats. Les contrats, et je vais plagier ce que disait Eric, les contrats, c'est une chose, ça permet de solidifier, ça permet de fixer des bases, c'est un socle. La réalité, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Je le dis à l'envers de toi, mais je ne vais pas me proposer pour être la première ministre la prochaine fois, donc je vais le faire à l'envers. Et donc, dans ces conditions-là, sachez avec qui vous allez bosser,
rencontrer les personnes, rencontrer les autres membres de ce réseau, y compris sur un réseau intégré, parce que ça va vous permettre aussi d'avoir une sensibilité sur ce qui se passe. Et puis enfin, sur le modèle de label, non, il n'y en a qu'un, hein, c'est le tien, Eric. Non, je blague, mais c'est vrai que les gens, de toute façon, qui sont sur ces modèles de label ou de groupement, c'est des passionnés. Donc, ils iront toujours dans votre intérêt. Et après, on s'entend, on y trouve son compte ou pas. Mais en tout état de cause, vous ne pourrez jamais reprocher à ces gens-là de ne pas faire les choses pour le bien du marché et pour le bien de vos installations. Donc, il y a des pluralités de situations, des pluralités de modèles. Il y a un marché qui bouge à une vitesse grand V en permanence. Soyez à l'affût, soyez demandeurs, rencontrez ces personnes. Vous allez voir, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Et puis, rien n'est immuable. Donc, on a vu tout à l'heure que les modèles pouvaient être perméables et donc de basculer au bout d'un certain moment de l'un à l'autre n'est pas une chose inconvenante ni inconcevable. La super conclusion, du coup, pour la peine. Et c'était le mot de la fin. Alors, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci aussi à tous les participants. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à assister à ce webinaire. Vous allez de toute façon tous recevoir, si vous souhaitez partager ou revisionner ce webinaire, le lien vers le replay qu'on va vous envoyer à chacun par mail, que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux autant que vous voulez. Ce serait super. Et du coup, écoutez, si vous suivez l'actualité de Peritus Formation, il y aura d'autres webinaires maintenant dans l'année et on vous y retrouvera également avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Passez tous une excellente journée et un bon appétit avant ça, parce que du coup, c'est l'heure de manger normalement, à peu près pour tout le monde. Et à très, très vite sur les réseaux sociaux ou avec Peritus Formation ou Made in Courtage et Inenfi Crédit. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne journée. Bonne journée.